Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Donc cette fois, on va aborder de manière un peu plus détaillée le brouillage radar et le brouillage de communication, qui est un des aspects du scénario de Florence de Changy. Alors pourquoi j'aborde ce thème-là? C'est pas pour remettre une louche sur le scénario de Florence de Changy, c'est pas du tout ce but-là. Le but c'est d'expliquer certaines notions de base, parce que les vidéos que j'ai faites sur ce sujet ont amené pas mal de questions sur comment fonctionne le brouillage, sur les appareils qui effectuent ce genre de brouillage, et j'ai noté des confusions sur ce que l'on appelle le brouillage, mais ce que l'on appelle également le recueil électromagnétique, et notamment avec l'équipement ESM des AWACS. Donc je pense qu'il y a également aussi une confusion dans ce que l'on pense dans la capacité des AWACS, au travers de cet équipement ESM, qui est un équipement désigné de guerre électronique, mais qui n'est pas un équipement, on va dire, actif, qui envoie des émissions et donc qui brouille. C'est un équipement qui est passif, qui ne fait que recevoir des informations. Donc, pour aborder ça et expliquer pourquoi le brouillage est très peu probable dans le scénario de Florence de Changy, je vais vous expliquer déjà des principes de base de détection radar, et ensuite les différents types de brouillage qui existent, comment ça fonctionne, comment cela permet de cacher un avion, alors pas de le rendre fugitif, mais de le cacher tout simplement. Donc pour cela, je vais utiliser un manuel que j'avais trouvé sur la guerre électronique et qui permet de détailler tout ça. C'est très technique, donc je vais vraiment simplifier tout ça pour que ce soit vraiment abordable pour tout le monde, avec des dessins et des schémas qui vont venir de ce manuel. Donc on va commencer, je vais vous présenter déjà un petit peu le manuel. Alors le manuel, le voici, c'est le Electronic Warfare Fundamentals, donc en gros les bases de la guerre électronique. C'est un manuel qui fait à peu près 350 pages, mais qui est quand même très détaillé, qui permet d'aborder déjà les principes de base du radar, les caractéristiques des antennes et des balayages radar, la poursuite de cibles, les techniques de guidage missile, et surtout, c'est les parties qui vont nous intéresser ici, les notions de brouillage radar, ce qu'on appelle radar jamming en anglais. Et donc les deux types qu'on va voir ici, c'est la technique de brouillage par bruit, donc noise jamming, et par deception jamming. Donc c'est ces deux thèmes-là que l'on va aborder dans cette vidéo. Alors la première chose à comprendre quand on aborde justement les radars, c'est de comprendre comment s'effectue la détection d'un appareil. Donc tout d'abord, le faisceau radar qui est envoyé, c'est un faisceau qui est sous forme de cône, comme on peut voir ici. Et suivant les radars, vous allez pouvoir avoir pour un radar sol, le radar va tourner sur 360 degrés. Donc on va déplacer en fait ce volume sur 360 degrés de façon à avoir une couverture radar sur 360 degrés. Donc en fait, tout avion qui sera détecté devra être dans ce champ de vision en fait du radar, pour faire simple. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici. Donc lorsque l'on est dans ce cône radar, au moment où le radar il émet, donc le radar va envoyer une impulsion. Cette impulsion, elle va se propager dans le ciel jusqu'à atteindre un objet qui va être détecté, donc une masse métallique ou du moins un objet physique. Et cet objet physique va réfléchir en fait cette onde électromagnétique qui va ensuite revenir à l'antenne radar, et c'est ainsi qu'on va avoir la détection. Voilà. Donc chaque avion va ensuite être on va dire, affiché sous forme de plot, donc de plot radar comme on peut voir ici. Donc vous avez l'écran radar avec le trait en fait qui est souvent l'antenne qui tourne, que l'on voit tourner, qui donne le balayage du radar. Et vous allez avoir des échos radars, des plots radars brillants qui vont s'afficher pour noter la position de l'avion par rapport à l'antenne radar, ce qu'on appelle en azimut, donc la direction, et la distance. Puisqu'en fait, lorsque l'on va envoyer l'onde électromagnétique, quand on va recevoir en fait le retour de cette onde électromagnétique, eh bien le radar va calculer le temps que cela a mis pour partir et revenir, et on va donc calculer le temps que avec ce temps-là, ça permet de faire de la télémétrie et d'obtenir la distance de ce contact qui est détecté.
Et donc on affiche les différents éco-radars sur l'écran radar de cette manière. Ensuite, chaque avion va avoir ce que l'on va appeler une surface équivalente radar en français, SER. En anglais, on va appeler ça la RCS, Radar Cross Section. Et donc cette RCS va dépendre directement de la forme de l'avion, des matériaux également avec lesquels cet avion est fabriqué. Et donc un avion va avoir une capacité plus ou moins importante à réfléchir les ondes électromagnétiques et également en fonction de certaines bandes de fréquences. Il y a certaines bandes de fréquences dans lesquelles l'avion va réfléchir davantage que d'autres. Donc c'est vraiment, faut vraiment bien comprendre ça, c'est à la base de la furtivité. Quand vous prenez un avion de chasse typique comme on peut le voir ici, eh bien vous allez avoir, en fonction de la surface que vous allez éclairer au radar, donc du côté que vous voyez de l'avion, ben, l'avion va réfléchir plus ou moins les ondes radar. Alors ce qu'on voit, c'est que sur ce diagramme-là, les ondes électromagnétiques sont fortement réfléchies lorsqu'on voit l'avion surtout sur les côtés. Ce qui paraît évident quand vous regardez un avion de côté, ben, vous voyez en fait la partie qui est la plus grande, c'est-à-dire que la surface qu'expose l'avion au radar est la plus importante quand on voit l'avion de côté. Après, vous avez également des surfaces qui réfléchissent davantage, notamment à l'arrière, mais également à l'avant, puisque vous avez les aubes de turbine des moteurs qui peuvent réfléchir énormément et qui peuvent également augmenter la distance de détection des avions. Donc, il faut vraiment comprendre cette notion de RCS qui est très importante. Plus votre avion va réfléchir les ondes électromagnétiques de manière importante, c'est-à-dire plus il est gros, plus il va réfléchir une quantité importante d'énergie électromagnétique, et plus on va le détecter de loin. Donc le but de la furtivité, c'est de faire en sorte que l'avion ait la RCS la plus faible possible, de façon à avoir une distance de détection la plus faible possible. Le but, c'est de retarder la détection de l'avion le plus possible. Un avion furtif n'est pas invisible au radar. On va simplement diminuer sa RCS de façon à ce qu'on le détecte le plus tard possible. Donc si vous prenez un AWACS c'est très gros, ça n'a absolument pas des formes furtives et ça n'a absolument pas des matériaux qui absorbent les ondes électromagnétiques. Et donc c'est un avion qui n'est absolument pas furtif. Donc ce que j'ai pu entendre dans certaines vidéos et notamment dans certains scénarios qui ont été dits de Florence de Changy, que les AWACS étaient invisibles au radar à cause du brouillage, ben, concrètement, un AWACS ne peut pas échapper à la détection radar, d'autant plus par sa taille, mais encore plus par sa forme. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Ensuite, vous avez sur ce diagramme-là, vous avez un diagramme de l'amplitude, donc en gros la quantité d'énergie requise pour détecter un contact radar en fonction de la distance. Ce que l'on va avoir à proximité relativement directe du radar, ce sont ce qu'on appelle les ground return, c'est-à-dire les échos de sol. Donc si vous avez un radar sol, ben forcément tout ce qui est objet à basse altitude, à courte distance, eh bien ça va être très proche, donc on va avoir de grosses quantités d'énergie qui vont être réfléchies par ces échos de sol. C'est pour ça qu'on a ce triangle qui est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous êtes proche de l'antenne radar, plus la quantité d'énergie électromagnétique qui est renvoyée à ce radar est importante. Le radar, il va envoyer une onde électromagnétique avec une certaine puissance. Mais cette puissance, au fur et à mesure que l'onde va se propager, elle va diminuer. Ce qui fait que quand elle va se réfléchir sur un écho, eh bien, elle va revenir, pendant ce trajet retour, elle va reperdre encore de l'énergie. Donc la puissance, donc la quantité d'énergie électromagnétique qui revient au récepteur, elle est plus faible qu'au départ, ce qui est évident. Ce qui fait que plus vous êtes loin, plus cette quantité d'énergie sera faible. Un target, donc un écho-radar, une cible qui est détectée, va également avoir une certaine quantité d'énergie qui va être réfléchie à l'antenne radar, qui va dépendre, on l'a dit justement à l'instant, par rapport à sa RCS, donc la taille de l'avion, sa forme, et donc en fonction de ces paramètres-là, ben, la quantité d'énergie qui va revenir à l'antenne sera plus ou moins importante. Mais elle sera plus ou moins importante également si l'avion est proche ou loin de l'antenne. Et ensuite vous avez le bruit, ce qu'on appelle le noise. Ça c'est le bruit ambiant.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment toucher. Donc c'est des perturbations électromagnétiques, ça peut être dû à des perturbations peut-être solaires, mais tout un tas de perturbations électromagnétiques. Donc ça, c'est un seuil. Donc ce qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est que à partir du moment où vous avez ce seuil de détection, il va dépendre énormément du bruit. Pour détecter un avion, il va falloir que l'écho-radar, et donc la puissance, l'énergie qui revient à l'antenne, soit plus importante que le bruit ambiant. Sinon, votre avion, vous ne le détecterez pas. Donc sur ce diagramme-là, toujours de l'amplitude en fonction de la distance, eh bien vous allez en bas avoir le clutter ou noise, donc ça c'est le bruit ambiant, donc qui n'est pas du tout une ligne droite, ça fluctue en fonction de la distance. Et vous allez avoir le target return qui apparaît. Et ce target return, c'est quelque chose qui sort en fait du bruit ambiant, qui est plus important que le bruit ambiant, donc ce qui permet au radar de dire à cette distance-là, on a quelque chose. Il sait pas, il voit qu'il y a quelque chose, mais il n'est pas capable de dire ce que c'est. Il détecte qu'il y a quelque chose qui a réfléchi les ondes radar de manière plus importante que le bruit ambiant. Donc ça, c'est vraiment le seuil de détection. Après, ce qu'on va voir ensuite, les AGC Clutter Level, ça, on va en parler plus tard, par rapport au brouillage. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est, pour pouvoir détecter un avion, il faut que la quantité d'énergie électromagnétique qui revient à l'antenne radar soit plus importante que le bruit ambiant, que ce noise, en fait. Alors, sur ce graphique, on peut voir justement l'évolution d'un écho-radar en fonction de la distance. Donc en commençant à droite, vous avez donc le noise level, donc le bruit ambiant qui est plus important que l'écho-radar qui est renvoyé par l'avion. Et donc en fait l'écho-radar, il est en fait noyé dans le bruit, donc on ne le détecte pas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'avion va se rapprocher de l'antenne, il va renvoyer une quantité d'énergie électromagnétique plus importante jusqu'au moment où cette quantité va être supérieure au bruit, ce qu'on va appeler le breakthrough en fait. C'est au moment où l'écho-radar va percer ce bruit et le radar va pouvoir ensuite le détecter. Alors le seuil de détection sera légèrement au-dessus du bruit, il y aura un seuil au-dessus. Et dès l'instant où ce seuil de détection du radar est atteint, eh bien l'écho-radar va être affiché sur l'écran radar. Et plus on va se rapprocher, c'est ce que l'on voit donc à gauche, on se rapproche de l'antenne, plus la quantité d'énergie sera importante et plus le pic en fait sera important par rapport au bruit ambiant. Donc plus on se rapproche, plus un avion sera détecté. Maintenant que l'on a compris ces principes de base de la détection par rapport au bruit ambiant, on va maintenant commencer à aborder le brouillage par bruit. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le bruit ambiant, et bien là, par bruit, ça va constituer à rehausser en fait le bruit ambiant. On va augmenter ce bruit ambiant de façon à pouvoir retarder la détection d'un contact. Donc ce que l'on a toujours sur ce même schéma, vous avez AGC Clutter Level, donc là c'est le niveau de bruit du sol, mais le principe du brouillage par bruit c'est le même principe. Donc on va donc envoyer une puissance de brouillage en direction de cette antenne, et ce bruit va devenir beaucoup plus important, ce qui va permettre de cacher, comme on peut voir le target return, il se situe cette fois en dessous de ce nouveau seuil. Et tant que cet écho-radar est en dessous de ce nouveau bruit électromagnétique, eh bien l'appareil sera caché. Alors, il n'est pas indétectable. Il est détecté. C'est juste que le système radar n'est plus en mesure de faire la différence entre ce qui est de l'écho-radar du bruit ambiant, ou du moins du brouillage, et le vrai écho-radar de l'avion. Donc ça ne permet pas de faire du verrouillage et donc de pouvoir guider un missile sur la position de cet avion. Donc il va falloir attendre que cet avion se rapproche de l'antenne, comme on l'a vu sur le schéma juste avant, pour que la puissance de l'onde électromagnétique qui est renvoyée au radar soit suffisamment importante pour percer à nouveau ce nouveau seuil de bruit électromagnétique
et donc avoir un pic qui dépasse, et à ce moment-là, quand il dépasse, vous aurez un éco-radar qui sera plus brillant en fait que les autres éco-radars qui sont autour, ce qui permettra de le voir ressortir davantage par rapport à ce bruit qui est tout autour. Donc, concrètement, comment ça s'observe? Eh bien, vous allez avoir sur un écran radar des faisceaux de brouillage, c'est-à-dire dans la direction d'où vient ce brouillage, vous allez avoir toute la direction qui est brouillée avec des traits qui ressemblent à ce genre de choses, et donc ça peut énormément pénaliser la détection. Donc ça, c'est du brouillage par bruit. Alors, le brouillage par bruit, il est également souvent utilisé pour accompagner les raids aériens. Donc là, vous avez deux schémas. Vous avez donc un premier schéma, donc vous voyez à gauche, où vous avez donc un avion EA-6B Prowler, qui est un appareil de brouillage, on le verra en photo tout à l'heure, qui accompagne un raid avec des F-16. Et donc cet avion, il est à proximité des autres avions, et le but c'est de créer du brouillage dans le secteur où se trouvent les avions de combat que l'on veut cacher, et donc de brouiller le secteur d'arrivée du raid. Et vous voyez en dessous donc ce que l'on voit sur l'image radar, et bien en fait tout le secteur où se trouvent les avions est brouillé, ce qui fait que les opérateurs radars sont dans l'impossibilité de savoir réellement où sont les avions là-dedans. Jusqu'à que bien sûr les avions se retrouvent suffisamment proches du radar et que la puissance, donc l'énergie électromagnétique du retour radar soit plus important que le bruit ambiant du brouillage, enfin le bruit du brouillage plutôt, et qu'on puisse à nouveau les détecter. Mais tant que les avions sont suffisamment loin, eh bien ce brouillage est suffisamment efficace. Mais vous voyez que ce n'est absolument pas discret. Et c'est en ça que s'il y a eu du brouillage dans le cadre du MH370 pour le cacher, eh bien, on aurait la plupart des radars de la région qui fonctionneraient dans ces bandes de fréquences qui sont brouillées, qui auraient été complètement perturbés comme on peut le voir ici. Sauf qu'on n'a aucun élément qui tente à dire que les radars ont été brouillés dans la région. L'image de droite, eh bien, vous voyez que la position en fait, de l'avion qui brouille, elle est extrêmement importante par rapport aux avions que l'on veut protéger. Ce que vous voyez, donc vous avez toujours les faisceaux de brouillage sur l'écran radar, et vous voyez que les éco-radars des avions sont quand même détectés sur le côté. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, le brouillage est effectué dans un secteur qui ne couvre plus la position des avions. Donc la position des avions de brouillage par rapport aux avions que l'on veut cacher, elle est extrêmement importante, ce qui veut dire qu'il faut généralement accompagner les avions de combat dans ces missions pour pouvoir les protéger. On ne peut pas faire du brouillage à longue distance comme cela a pu être dit par certaines personnes avec des AWACS. Les AWACS sont loin dans le but de détecter des appareils. Si on utilisait des AWACS pour brouiller, ça voudrait dire qu'il faudrait les amener plus proches des radars et donc avec le risque de se faire abattre. C'est pas la mission d'un AWACS. Un AWACS ne servira pas à brouiller, on va plutôt le garder à distance parce que c'est une cible qui est hautement stratégique. On ne va pas l'utiliser pour faire du brouillage. Il sera beaucoup trop loin pour avoir un brouillage suffisant. Si vous voulez brouiller, il faut envoyer cette puissance de brouillage la plus proche possible du radar pour avoir un effet efficace. Si vous êtes suffisamment loin, eh bien le brouillage avec la distance, cette puissance elle va diminuer, ce qui fait que ça deviendra beaucoup moins efficace. Donc il faut également comprendre cette partie-là. Alors les avions qui effectuent ces missions de brouillage, vous aviez auparavant le EF-111 Raven, qui était une version modifiée du F-111, et vous aviez une boule sur la dérive qui était en fait un brouilleur qui permettait de brouiller les radars. Alors là on parle de brouillage par bruit, mais il est également possible de faire du brouillage par du spot jamming, on verra ça justement après. Dans la marine américaine, vous avez le EA-6B Prowler, qui était équipé de cette même boule qu'on retrouve sur la dérive et des nacelles que l'on voit. Et les opérateurs de brouillage pouvaient sélectionner différentes nacelles pour pouvoir brouiller certains types de radars. Donc si vous aviez 3 nacelles, vous pouviez brouiller 3 types de radars ou 3 bandes de fréquences. Donc vous pouviez en emporter 4, 5, tout dépendait en fait de la mission. Après, ces avions pouvaient être également équipés de missiles anti-radar qui permettaient de détruire en fait les radars. Le problème, une des façons de régler le problème, c'est tout simplement de détruire le radar aussi. Mais des fois, seulement du brouillage, ça suffit. Ensuite,
donc le Prowler n'est plus utilisé aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui le EF18 Growler, qui est en fait une version du Prowler, mais sur une cellule de F18. Et vous retrouvez les mêmes nacelles que l'on avait sur le A6B Prowler. Alors bien sûr, elles sont plus avancées aujourd'hui, elles permettent de faire plus de choses, mais le principe est le même, c'est d'accompagner les raids. Alors après, les avions sont équipés également de pods de brouillage, comme vous pouvez le voir ici sur un F16, vous avez un pod de brouillage, mais ces pods sont relativement limités. Vous allez avoir généralement deux antennes, une antenne vers l'avant, une antenne vers l'arrière. Ce qui fait que ces systèmes de brouillage vont pouvoir brouiller que vers l'avant ou vers l'arrière. Si on veut brouiller un radar qui est sur le côté de l'avion, vous ne pouvez pas. Vous devez soit vous diriger directement vers le radar pour émettre dans sa direction, ou vous éloigner du radar, ou le mettre directement derrière vous, pour pouvoir le brouiller. Donc c'est vraiment un système défensif de dernier recours. Vous retrouvez également ce même type de système. Alors là, sur le F16, c'est un système qui était justement équipé dans une nacelle que l'on pouvait embarquer, mais sur des avions, notamment dans les avions français, Mirage 2000 et Rafale, les brouilleurs sont intégrés dans la cellule, vous les retrouvez au sommet de la dérive, comme ici sur le Rafale. Alors il faut savoir que garder le brouilleur constamment allumé pour un avion de combat, ça peut aussi représenter un risque. Donc certes, ça permet de cacher l'avion lorsqu'il est à suffisamment grande distance, mais ça revient en fait à émettre avec un dispositif de brouillage, ce qui fait que certains missiles ont une capacité qu'on appelle HOJ, Home on Jam, et donc de se diriger directement vers la source du brouillage. En effet, si l'avion brouille, on ne détecte pas forcément son éco-radar, donc guider un missile dessus n'est pas forcément possible. Par contre, si le missile est équipé d'un petit radar, et donc c'est un missile à guidage radar actif, eh bien ce missile peut très bien utiliser son antenne radar pour recevoir le brouillage et remonter en fait le brouillage jusqu'à l'émetteur. Et l'émetteur, c'est quoi? C'est l'avion, donc c'est la cible. Donc c'est aussi une capacité qui peut être dangereuse si on garde tout le temps le brouillage allumé. C'est pour ça que souvent lors des missions de combat, le brouillage est utilisé à moyenne et longue distance, et dès l'instant où on est à trop courte distance, les brouilleurs sont généralement coupés parce qu'ils peuvent justement représenter davantage un danger qu'une protection. Alors, dans la méthode que l'on a vue précédemment, le brouillage par bruit, on va souvent l'utiliser par balayage. Par contre, on peut utiliser ce qu'on va appeler du spot jamming, c'est-à-dire qu'on va décider de brouiller un radar bien précis, et on va dans ce cas diriger un maximum de puissance sur un faisceau très étroit, directement dirigé sur ce radar-là. Le but, c'est de concentrer l'énergie du brouillage sur ce radar pour le pénaliser. Ça, c'est aussi une technique qui peut être utilisée, le spot jamming. Il y a également du barrage jammer qui peut être utilisé. Donc ça permet là aussi de cacher avec du bruit les avions que l'on souhaite cacher. Autre chose qui est également possible, c'est le brouillage par déception. C'est ce que l'on va plus utiliser pour essayer de se défaire d'un missile qui peut être tiré sur un avion. Le but de la déception, c'est de fournir en fait au missile ou au radar que l'on souhaite brouiller des fausses pistes afin de détourner le missile de la véritable cible. Donc ça, c'est une technique qui est plus une technique utilisée sur les avions de combat pour défaire ces missiles-là, mais ça nécessite de très bien connaître les caractéristiques du radar que l'on veut justement brouiller. Pourquoi? Parce qu'il faut reproduire un signal qui est identique à ce que le radar s'attend à recevoir. Donc soit on va brouiller, soit on va annuler un écho, soit on va modifier la phase. Alors, je ne rentre pas dans l'aspect technique des données avec les phases, mais on modifie les caractéristiques de ce signal de façon à essayer de tromper le radar, et notamment en distance. On va lui envoyer plusieurs éco-radars avec des distances différentes, des azimuts différents, de façon à le perturber et dire ben non, finalement l'avion c'est lequel. Voilà, c'est de créer en fait de la confusion.
Donc on va présenter des faux radars pour tromper ce missile ou le radar, des faux éco-radars pour le tromper. Et c'est une méthode qui est beaucoup plus subtile, mais aussi beaucoup plus efficace. Alors dans le cas du MH370, je ne pense absolument pas qu'on soit dans ce cas-là, puisque la théorie de fréquence de change-lisse, ça n'est pas de créer des éco-radars supplémentaires, c'est de faire disparaître l'avion. Si on envoie une onde électromagnétique avec une phase différente, on pourrait se dire on peut annuler un éco-radar. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile à faire. Voilà. Donc voilà, c'est l'autre technique qui est possible, c'est le brouillage par déception, ce qu'on appelle en anglais le deceptive jamming. Alors on a dit justement dans ce qu'on vient d'aborder qu'il était nécessaire de connaître les caractéristiques d'un radar pour pouvoir le brouiller efficacement par des méthodes de brouillage par déception. Donc tout cela, ça présuppose l'utilisation de moyens, ce qu'on appelle ELINT, Electronic Intelligence, dans le but de recueillir ces informations-là, de les connaître avant d'avoir à faire face à ces systèmes d'armes. Donc, ces missions, elles sont dévolues aux États-Unis à des avions qu'on appelle les RC-135 Rivet Joint, qui sont des Boeing 707 modifiés. C'est le même type d'avion que les AWACS, mais avec des systèmes très particuliers, avec énormément d'antennes. Et le but, c'est de recueillir ces sources électromagnétiques, de les détecter, de les analyser, et ensuite de pouvoir déterminer de quel type ils sont. Est-ce qu'il s'agit de radars de recherche, de radars de poursuite, ou de radars de guidage pour des missiles. Et à partir de là, ça permet d'alimenter une base de données afin de mettre à jour les systèmes de protection et de brouillage des avions de combat qui participeront aux missions de combat lorsqu'on aura à faire face à ce type de radar. Donc, comme on m'a dit justement une fois lors d'une conférence, on m'a dit mais les RC-135 Rivet Joint sont aussi des avions de brouillage. Non, ce ne sont pas des avions de brouillage, ce sont des avions de collecte d'informations électromagnétiques. Donc vous avez le ELINT qui est le Electronic Intelligence, donc c'est tout ce qui est donné de source radar. Vous avez également le SIGINT, Signal Intelligence, donc là c'est un peu plus général, et vous avez le COMINT qui est le recueil d'informations de type communication, on va en parler un petit peu plus loin après. Voilà. Donc voilà, ces RC-135, ce sont vraiment des appareils d'analyse et d'étude des données. Donc ces avions sont souvent envoyés à proximité des frontières des pays que l'on souhaite surveiller, de façon à détecter l'activité habituelle des radars ou de nouveaux radars qui pourraient être déployés dans le secteur. Voilà. Donc les Américains utilisent également une version de l'avion de patrouille maritime P3 Orion, qui est le EP3, qui avait justement fait polémique il y a quelques années de ça, parce qu'il avait été abordé par des chasseurs russes, et il y avait eu une collision, si je me souviens bien, entre un avion de chasse russe et un EP3, et l'avion avait été justement arraisonné, ou s'était posé, je crois, sur le territoire chinois. Enfin, il y avait eu tout un petit problème diplomatique entre les États-Unis et la Chine par rapport à ça. En France, cette mission est actuellement dévolue au C-160G Gabriel, qui est assez vieillissant, qui fait également ce recueil d'informations. Et il est prévu de remplacer ces Gabriel par des versions Falcon qu'on appelle Archangel pour l'instant, qui sera donc une version modifiée du jet privé de Dassault, avec des équipements de recueil d'informations électroniques. Voilà. Ensuite, on a un autre avion qu'on a également parlé dans une conférence de presse en disant qu'il y avait des C-130 qui étaient capables de brouiller. Et bien, ce C-130, vous l'avez là, c'est ce qu'on appelle le EC-130H Compass Call. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis dans les appareils qui brouillaient justement tout à l'heure? Parce qu'ils ne brouillent pas du tout dans le même spectre de fréquence. Ce n'est pas un brouillage radar, c'est un brouillage de communication. Donc le but, ce sera de brouiller les radios, les téléphones, que ce soit les téléphones portables, que ce soit les téléphones satellites. Donc c'est vraiment du brouillage de communication et non pas du brouillage radar. Alors pourquoi on a un avion, un Hercule, et non pas un avion de combat?
parce qu'il n'est pas nécessaire de se rapprocher autant comme dans le cas d'un brouillage radar. La puissance nécessaire pour brouiller ces communications, elle est moins importante que pour un brouillage radar. Ce qui fait qu'on peut dévoluer cette mission à un avion beaucoup plus gros et moins manœuvrant. Donc là, le SC-130H Compass Call, lui, va brouiller les communications, mais non pas les radars, comme ce que j'ai déjà entendu dire dans certaines réactions. Voilà. Donc à partir de ces éléments-là, eh bien, on va alimenter, comme je l'ai dit, cette base de données de façon à reconnaître ces différents types de radars, que ce soit des radars sol, que ce soit des radars d'avion également, hein, des avions de combat. Et on va également équiper les AWACS de systèmes, ce qu'on appelle ESM, pour Electronic System Measure. Donc ces systèmes, là aussi, c'est du système de recueil d'informations totalement passif, qui n'est absolument pas actif, ce n'est pas du brouillage. Et donc, en fonction de ce que l'on va détecter, en fonction de la fréquence, de la longueur d'onde, eh bien, on va chercher dans cette base de données quel est le type de radar qui est détecté, quel est le mode de radar éventuel, de façon à déterminer quel type d'avion utilise ce radar. Et l'AWACS étant équipé de l'ESM, avec ces petites bosses que l'on voit sur le côté de l'avion, eh bien, on va pouvoir comparer la direction de provenance de ce signal par rapport aux écho-radars primaires que le radar de l'AWACS va détecter, et ça va permettre de faire une corrélation entre un contact radar primaire et une direction de provenance d'un signal radar. Et donc on pourrait donc à ce moment-là identifier un contact primaire en se disant ce contact primaire, dans cette même direction, on a un radar par exemple de F-16 qui a été détecté, donc ce plot radar c'est visiblement un F-16. Donc ça permet d'identifier le type d'avion et le type de menace par l'AWACS, de façon à ce qu'ils puissent relayer cette information aux avions de chasse qui sont dans le secteur, qui assurent éventuellement la protection d'une zone, et les renseigner sur le type de menace à laquelle ils peuvent avoir à faire face. Mais j'insiste bien là-dessus, et je pense qu'il y a une grosse confusion dans ce que pense Florence de Changy sur la capacité de brouillage des AWACS. Je pense que c'est la capacité de guerre électronique des AWACS, mais en termes d'ESM. Ce n'est pas du brouillage. J'insiste bien là-dessus. Voilà donc pour cette partie brouillage. J'espère avoir répondu à pas mal de questions que certains pouvaient se poser sur ce thème-là. Et surtout vous donner une vision un peu plus précise de ce qu'est vraiment le brouillage. Et c'est pour ça que justement j'insiste sur le fait que quand on a des informations qui disent que les AWACS sont équipés de capacités de brouillage phénoménales, même si cette source peut être fiable, il faut quand même aller vérifier ces informations-là. Quand on fait appel au brouillage, il faut également savoir de comment fonctionne le brouillage, quelles sont les méthodes de brouillage, et est-ce qu'on peut vraiment faire ce que l'on pense que l'on peut faire. Justement dans le livre de Florence de Changy, c'est un peu ça. Il n'y a pas de vérification non seulement de la véracité des informations, mais il n'y a pas non plus de vérification si le scénario peut fonctionner. Et c'est justement ça que je reproche dans ce scénario-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le MH370.